Impeccable. Est-ce que tu es prête à te mettre un peu en énergie ou pas? Yeah. On est parti? Eh ben non. Allez. Allons-y. Bonjour Stéphanie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur cette interview pour, Merci. merci à toi, pour partager cette thématique de la femme inspirante, authentique et imparfaite. C'est moi. C'est tout moi. Je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et puis ensuite, on verra un petit peu ton parcours et qu'est-ce qu'on peut justement y trouver d'inspirant dans ce que tu as vécu et comment tu l'as vécu surtout. Donc, je m'appelle Stéphanie Freytag, j'ai 45 ans, 46 dans une semaine. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, on vit en Normandie. Je suis coach et conférencière professionnelle. Mon dada, c'est l'intelligence émotionnelle. Je dirais même que je suis une passionnée de ce sujet-là et donc j'en ai fait mon expertise. J'aide principalement les dirigeants et les entrepreneurs à développer leur maturité émotionnelle pour pouvoir diriger avec finesse et authenticité, pouvoir s'autoriser à ressentir réellement, avoir le courage de ressentir ce qui est en jeu en nous et pas le nier ou le minimiser, et puis s'en servir à bon escient. Magnifique. Ça, c'est un beau programme, une belle mission de vie qui permet justement, on est dans la thématique, hein, de pouvoir se connecter à cette fameuse authenticité qui nous permet d'être juste nous-mêmes. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours et puis plus particulièrement toutes ces épreuves que tu partages sur le net, donc qui ne sont pas des secrets, hein, mais où tu nous permets vraiment de voir que la résilience, c'est pas juste un mot, c'est aussi voilà, une manière de vivre au quotidien les épreuves qu'on reçoit. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait de cette résilience? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces étiquettes aussi, hein, parce que tu as beaucoup, voilà, j'ai vu que tu avais eu beaucoup d'étiquettes qui t'avaient été posées comme ça. Comment on s'en détache? Comment on en sort? Alors, j'ai pas choisi d'être résiliente. J'ai pas eu le choix. Je crois que c'était de toute façon, la résilience, c'est ça, hein, c'est comment on fait pour survivre aux épreuves qui nous sont données. J'ai eu la chance d'en avoir beaucoup dès petite, ce qui m'a, alors pendant longtemps, j'ai cru que c'était une fragilité parce que j'avais l'impression que j'allais mourir de ma fragilité et je me suis rendu compte que cette fragilité me donnait une force et me peut même permettre de tanguer comme le roseau. Voilà. Alors pour aller plus dans du concret, parce que là je parle vraiment généraliste, alors je vais pas étaler tout mon chemin parce qu'il est juste, énorme. Je suis en train d'écrire, j'allais dire un livre, mais en fait non, j'en ai 3 en écriture parce que ça tiendra pas sur un seul livre. Ok, donc on va faire Hem, court, mais pour voilà, c'est ça. synthétiser, hein. Sur les étapes importantes, hem, donc il y a eu un gros moment important dans ma vie, ça a été le CP où, dès le premier jour de classe, en fait, ma maîtresse de l'époque m'a harcelée. Bon, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, mais pour moi, c'était une sorcière et pas que pour moi parce que tout le monde en avait peur, même les autres profs, même les parents, tout ça. Elle s'habillait en noir, cheveux noirs, voiture noire, les yeux noirs. Elle avait un grain de beauté sur le nez avec des Le poils. stéréotype. Sorcière, quoi, le truc horrible. Et moi, elle m'a pris en grippe et elle a été odieuse avec moi. Elle faisait en sorte de m'humilier tous les jours. Le summum, ça a été donc j'ai fait 2 années avec elle parce qu'ils m'ont fait redoubler, parce que forcément, j'arrivais pas à apprendre à lire. Hem, j'ai réussi la deuxième année à avoir 10 bons points. C'est la première fois de ma vie que j'avais réussi à avoir 10 bons points et donc je viens la voir pour avoir enfin mon image. Ça faisait 1 an et demi que j'essayais. Elle me les arrache des mains en disant: «De toute façon, tu les as volés. C'est pas possible». Voilà. Et Ouais. c'était comme ça tout le temps. Donc en fait, j'ai développé une énorme phobie.
par rapport à la lecture, un stress énorme à ce moment-là. Et on m'a mis en mode cancre. De toute façon, elle n'arrivera jamais à lire, elle n'est pas bonne pour ça, elle n'est pas faite pour l'école. Et on m'a fait passer de classe en classe sans m'apprendre à lire. Donc j'ai été illettrée pendant plusieurs années. Par chance, en CM2, j'ai changé d'école et mon institut m'a dit bah non, mais en fait, t'es pas plus bête que l'autre, tu vas pouvoir apprendre. Mets des efforts, fais des efforts, tu vas pouvoir apprendre. Donc voilà, donc ma scolarité a été très compliquée. Toute ma scolarité a été difficile. Malgré tout, j'ai commencé à apprendre à lire, mais c'était très très difficile pour moi. Je ne savais pas à quel endroit commencer les mots, à quel moment ils s'arrêtaient. Mhm. Les sons, ça me paraissait du chinois. Enfin voilà, c'était vraiment très très compliqué pour moi. J'ai été persuadée en plus que je n'y arriverais pas, que j'étais pas capable d'apprendre. Donc en fin de troisième, on m'a dit bah tu seras bonne qu'à faire du ménage. N'essaye même pas de faire des études. C'est pas fait pour toi. Et par chance, à l'intérieur de moi, ça a dit ta gueule. Rien à foutre. J'y vais quand même. Bon, je me suis plantée, je vais être Génial. franche. Je me suis complètement plantée, j'avais 5 de moyenne, c'était l'enfer. Mais derrière, j'ai eu le courage de quitter mon nid à Ouais. 16 ans. Je suis partie sur Paris et j'ai fait des études de chimie. J'ai commencé un BEP de chimie industrielle et là, c'est devenu concret. C'est devenu clair, simple. Et je me suis rendu compte que j'étais pas si bête que ça. Et en plus, j'étais dans un lycée de garçons et j'étais plutôt jolie fille. Donc je me dis, oh, c'est cool. Voilà. J'ai renforcé ma confiance en moi en me disant, oh, bah putain, je peux intéresser un peu les C'était le garçons. double effet qui se coule. Ouais, le double effet. Ouais, voilà. C'était sympa. Donc j'ai fait un BEP. Après, j'ai continué avec un bac STL et un BTS en Le prof était quand même très. Alors attends, j'ai pas le terme, mais euh, toxique. toxique. Mais elle t'a même conditionné. Ah oui, mais j'étais toute petite. En plus, j'étais la plus jeune de la classe. Enfin, j'étais déjà hyper sensible. Euh, alors, ma mère m'a fait enfin, elle m'a emmenée voir des psys pour me faire diagnostiquer, pour voir un petit peu ce qui allait pas chez moi, puisque j'étais la seule, enfin, une des seules à pas savoir lire. Et le psychiatre qui m'a fait analyser lui a dit à elle, votre fille, c'est un génie. Elle a 140 de QI. Si elle n'y arrive pas, c'est votre faute. Super. Donc ma mère, en plus, a pris l'échec scolaire pour elle. Génial. Elle était déjà pas très très bien dans ses baskets. Super. Donc voilà, c'était. Moi, j'ai pas compris en fait. À 5 ans, bah, je suis rentrée en plus en CP. J'étais de décembre, donc j'étais la plus jeune de ma classe. Mhm. Et moi, je m'attendais. Enfin, j'adorais l'école en plus. Voilà. L'expérience que j'avais eue en maternelle était hyper puissante. On créait des pièces de théâtre, on faisait des trucs de fou. J'adorais l'école. Enfin, c'était vraiment un grand kiff pour moi. Et on est passé d'un monde de couleurs à un monde en noir et blanc avec enfin, voilà, hyper strict et froid, inhumain en fait. Donc, ouais, ça a créé un gros traumatisme à l'intérieur de moi. Donc, on voit que ce conditionnement, déjà, tu as réussi à en sortir quand tu as trouvé un espace, un lieu avec ce BEP de chimie où tu as pu donner du sens à ce que tu faisais et du coup, ça a débloqué aussi cette C'était autorisation. des voies dérobées. Ça m'a permis de bifurquer, d'éviter le problème. Mais le problème était toujours là, hein, la dyslexie. Enfin, euh, je vais continuer mon parcours donc en BTS de chimie. À la fin du BTS de chimie, à quelques mois de passer le diplôme, j'ai eu un accident domestique qui m'a laissée handicapée. J'ai fait griller la gaine de myéline. Je me suis accrochée à une lampe. Je suis restée accrochée dessus. Et donc, le courant est passé dans mon bras, dans mon dos, ma jambe, et a fait griller la gaine de myéline qui entoure les nerfs. Donc, j'avais les nerfs à vif. Tout me faisait mal, tout le temps. Moindre vibration, ça me faisait mal. Mettre des choses qui serraient trop fort, ça me faisait mal. Donc, j'ai réussi à avoir mon diplôme, mais derrière, j'étais chimiste, au chômage et travailleur handicapé. La médecine, j'ai vu des tonnes de médecins, neurologues et compagnie, qui m'ont dit bah, c'est pas opérable, on peut rien faire pour vous. Donc, ils m'ont filé une boîte de vitamines et rentré chez vous, quoi.
Donc non, j'étais là: «Mais non, je peux pas vivre comme ça, c'est pas possible, c'est pas possible, je peux pas» et donc j'ai vu plus de 15 grands professeurs neurologues Ah ouais. dans Paris et j'ai même été à l'hôpital, militaire pour voir des médecins là-bas. Ils m'ont dirigée vers, le centre antidouleur, mais il y avait pas de solution. Et là, j'ai rencontré un médecin ayurvédique. J'ai découvert l'ayurveda, qui est une médecine indienne qui a plus de 5 000 ans et j'ai réussi à guérir. J'ai réussi à somatiser en positif. J'ai Waouh. réussi à mettre mon corps en condition de pouvoir guérir. En gros, le corps, il est censé se guérir tout seul. Vous Mhm. tombez, votre corps, il se guérit. Et ben, à l'intérieur de nous, c'est pareil. Que ce soit émotionnel, que ce soit psychologique, que ce soit physique, c'est la même chose. Notre corps se répare. Quand il n'y arrive pas, c'est qu'il y a des cailloux, c'est qu'il y a des choses qui bloquent. Et c'est à nous, notre job, c'est de nettoyer. C'est d'aller nettoyer tout ça pour que ça puisse se guérir tout seul. Et j'ai eu cette chance-là. Pour moi, c'est une vraie chance, en fait. C'est parce Mhm. que j'avais 23 ans, j'étais toute jeune, de tomber dans ça et de découvrir une autre façon de voir le monde, une autre façon de voir la vie, voir le corps humain différemment, l'être humain différemment, de comprendre des mécanismes complètement différents du milieu dans lequel j'ai grandi. Mhm. Et ça m'a ouvert des portes. Et ça fait 25 ans que je fais du développement personnel. J'ai étudié énormément de choses. J'ai passé 7 ans à faire du Kriya Yoga. C'est une forme d'hypnose très structurée. J'ai été 10 ans dans une sangha tibétaine. J'ai fait un master en sophrologie acadienne. Je me suis formée à 3 formes d'hypnose différentes pour pouvoir adapter mes clients. J'ai fait 4 années de rigologie. Enfin, je suis une passionnée. J'aime ça, j'aime apprendre et j'aime aller au bout des choses. J'expérimente pour moi avant de Ouais. transmettre. D'ailleurs, j'ai mis Mhm. beaucoup d'années avant de me dire je vais transmettre. Pendant 15 ans, j'ai travaillé chez L'Oréal. Je faisais de la coordination de lancement de produits. Je faisais très bien mon job, j'étais bien rémunérée, tout ça. Et puis un jour, s'est posé la question de mettre du sens derrière tout ça. Bon, j'ai eu aussi quelques déboires qui ont fait que je me suis vraiment posé la question, est-ce que je reste ou je pars? Burn-out et puis derrière, j'ai enchaîné des fausses couches. Hem et et je me suis dit: «Ben, tout ce que j'ai fait, tout le chemin que j'ai parcouru, je peux le transmettre». Transmettre à d'autres pour que ce soit utile. J'ai l'impression comme de gâcher si je garde que pour moi. Ce serait trop Ouais. dommage que toutes les années que j'ai passées à ruminer tout ça, à le malaxer, à l'expérimenter, ça ne serve Mhm. qu'à moi. Ouais. Donc j'ai vraiment cet élan de contribuer et de transmettre, tout ce que j'ai glané et cette porte, des émotions, elle est elle est hyper puissante parce qu'en plus, dans notre société, on joue dessus. Dans le Mhm. marketing, dans les médias, dans, même le monde politique. On joue sur la peur et on fait en sorte que les gens soient des moutons et tant qu'ils ont peur, ben, ils sont tétanisés, donc ils ne réagissent pas et ils n'arrivent même pas à voir qu'ils sont manipulés. Donc c'est hyper important de développer son intelligence émotionnelle pour sortir de ces enjeux-là. Donc, si on résume, on voit que finalement, le fait que, le début, de ta scolarité, tu as été, plus ou moins conditionné à penser que, voilà, tu n'étais pas faite pour les études. Au fond de toi, tu avais cette petite voix qui te disait: «Non, moi je sais que je dois y aller». Tu as persisté, tu n'as pas écouté, finalement la voie dans laquelle on voulait te mettre. Tu t'es aussi autorisé à accéder à tes rêves, à écouter ton intuition, parce qu'elle était là aussi, hein, pour te dire que ce qu'on te disait n'était pas ce que toi tu ressentais et que tu t'es autorisé à l'écouter. Et on voit que, comme très souvent, hein, sur des événements de vie où c'est compliqué, il y a eu ta maladie, il y a eu les fausses couches, il y a eu ces événements au travail qui ont nécessité que tu cherches du sens. Et ce sens, finalement, tu t'es nourri de formation, tu t'es autorisé à un moment donné à les retransmettre, et c'est ce qui fait que tout ce parcours, lui aussi, prend du sens. Est-ce que tu te reconnais Après j'ai dans tout pas ça? ouais, hem
quelque part, c'était pas un vrai choix personnel de suivre mon intuition. C'était ça ou mourir. Je me sentais mourir à petit feu. Donc, et j'ai poussé loin avant de réagir. Euh, donc, il y a une forme de courage peut-être, mais moi, je l'ai pas vécu comme quelque chose de franc. Ouais, j'y vais, c'est moi Ouais. d'abord, machin chose. Non, c'est juste une flamme de survie à l'intérieur. Mhm. Casse-toi, tu vas mourir. Voilà, c'est plus ça en fait qui m'a motivée et qui m'a fait bouger. Euh, j'ai cette chance d'être très sensible et de sentir ce qui se passe en moi. Pour te donner un exemple, pendant mes grossesses, je sentais les battements du cœur de mon bébé. Mhm. Et je sentais aussi quand ces battements se sont arrêtés. Quand j'ai fait 7 fausses couches, donc j'ai expérimenté aussi perdre un bébé dans son ventre. Et ce non-respect de la vie de certains corps médicaux. Je ne dis pas que c'est tous, mais j'ai été suivie dans certains hôpitaux PMA par des gens qui étaient mais complètement inhumains. Les numéros. Ah, c'est bon, vous êtes fertile, c'est cool, vous laissez passer un cycle, vous y retournez. Mais gars, je viens de perdre un bébé. Le deuil, on fait quoi? Et jamais ils ont regardé les causes. Ma première fausse couche, je me suis fait harceler en réunion par 3, je les appelais les 3 grâces. Voilà. Nous, elles me sont tombées dessus, elles m'auraient pu me taper dessus, c'était pareil, c'était du verbal. J'ai fait ma première fausse couche en réunion avec elles. Ils n'ont même pas été regarder ça. Alors, il y a un moment où j'ai mis un stop en disant maintenant, je choisis mes médecins. Le gros stop, ça a été un rendez-vous avec le grand professeur de l'hôpital qui ne m'a pas regardé pendant 1 heure de rendez-vous. Il parlait avec ses 2 collègues. Et le seul moment où il m'a regardé, c'est quand il m'a dit « Bon, bah, vous allez prendre un traitement pour la thyroïde. » Et je lui ai dit non. J'ai dit, ma thyroïde, elle est dans les normes. Madame, vous voulez un enfant ou vous voulez pas? Mais monsieur, je sais que la thyroïde, elle est nécessaire pour avoir une grossesse. Elle est même indispensable. C'est elle qui régule les hormones. Si j'ai pas de thyroïde, comment je fais pour avoir mon bébé correctement? C'est moi qui en savais. Enfin, il y avait un non-sens. Et là, je me suis dit, c'est hors de question. Je continue à me faire accompagner par des médecins pareils. Et donc, j'ai changé d'hôpital. J'ai été suivie à la maternité des Bleuets. Je recommande d'ailleurs, ils sont exceptionnels. Et là, ils m'ont eu un vrai accompagnement humain. J'ai encore fait une fausse couche derrière, mais j'ai été accompagnée réellement pour faire le deuil, pour vivre tout ça. Et après, j'ai eu mon fils. Et alors, la petite anecdote, c'est que j'ai monté mon entreprise en juin 2016. En août, j'étais enceinte. Et en septembre, j'étais alitée. J'ai travaillé 2 mois, juin, juillet. Donc voilà, mon début entrepreneurial a été un petit peu mouvementé par rapport à ça. Ouais. J'ai passé Carrément. 9 mois à monter mon entreprise, mon business plan, Ouais. trouver le nom, l'univers graphisme qui allait avec et tout. Ouais. Et en fait, je m'en suis pas servi. En tout cas, pas tout de suite. Donc, ça, c'était dans les petits clins d'œil un peu sympathiques. Donc, on voit que c'est intéressant ce que tu soulignes, que tu n'as pas fait preuve de courage parce que comme tu l'expliques, ça n'a pas été un choix. Tu n'es pas dit, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ci, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Mais tu étais vraiment en mode survie. Et ce mode survie, quelque part, c'est là où c'est intéressant aussi de voir que tu l'as activé parce que tu es sorti de ce mode survie en allant au combat et en mettant en place des actions. Parce que, effectivement, comme tu l'as bien dit, le corps peut aussi somatiser. Et quand on est en mode survie, ça aurait pu se transformer en maladie. Tu l'avais déjà expérimenté avec ce burn-out. Tu l'as expérimenté aussi avec tes fausses couches. Voilà, tout ça fait que tous nos ressentis, quand on est en mode survie, ça peut nous emmener soit vers le bon, soit vers le mauvais. Donc, il y a
quand même à un moment donné, une posture aussi à avoir sur, sur ce mode survie. C'est intéressant de se questionner de comment je réagis quand je suis en mode survie. Alors, le mode survie, en fait, on l'a tout le temps, en permanence, heureusement, parce que c'est ça qui nous permet de justement pouvoir gérer plein de choses. Et on peut aussi, en tant qu'humain, contrairement aux animaux, utiliser notre préfrontal, toute la partie néocortex qui nous permet de réfléchir, d'analyser et de faire des choix, d'aller au-delà, en fait, de notre instinct. Et pour ça, il faut que notre cerveau ne soit pas sous stress. C'est-à-dire quand il est sous stress, il y a une glande qui s'appelle l'amygdale qui est au cœur de notre cerveau qui se tend et qui limite toutes les zones qui ne sont pas indispensables du cerveau. Donc ça nous maintient en fait dans le mode survie qui nous permet d'avoir 3 réactions primaires, la fuite, l'attaque ou la sidération. Moi, mon mode de survie principal, c'est la fuite. Quand il y a un danger, je me sauve, voilà. Mais je ne suis pas que ça. C'est-à-dire que ça fait toujours partie de notre être. Et heureusement, ça nous permet de survivre. Mais on est aussi des êtres humains et on peut aller vers cette maturité cérébrale de pouvoir sentir, oh là, je suis en stress, je fais ce qu'il faut pour me détendre, ça va détendre ma glande qui va me permettre, l'amygdale, qui va me permettre de nouveau de pouvoir réfléchir, analyser et adapter mes comportements pour aller vers un objectif plus sain pour moi. Magnifique pour cette précision. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux me dire, peut-être nous dire, ça serait peut-être pas plus mal. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que dans toutes ces épreuves, dans tout ce parcours que tu as vécu, tu as réussi à te connecter à ton authenticité? Est-ce que c'était déjà quelque chose qui était facile pour toi? Tu nous as décrit que tu avais cette sensibilité, donc tu avais quand même des facilités à te connecter à tes émotions. Euh, et à partir du moment où tu as pris conscience que tu étais dans ton authenticité, que tu étais aligné, est-ce que tu peux nous partager ce que ça a changé réellement dans ta vie, en fait? Alors, contrairement à beaucoup de personnes, moi, j'ai jamais réussi à couper mes émotions. Clairement, quand on est enfant, on demande aux enfants de couper les émotions. Arrête de pleurer, arrête d'avoir peur, arrête d'être en colère, arrête de ceci, même arrête de la joie parce que ça fait trop de bruit. Voilà. Moi, j'ai jamais réussi parce que j'ai toujours eu des émotions très fortes. Donc, j'ai toujours ressenti des tempêtes émotionnelles sans pouvoir forcément les exprimer. Ce qui m'a énormément aidée, alors il y a plein de choses en fait qui m'ont aidée. Je crois que c'est un cheminement, c'est pas un truc. Ça va être il y a eu toute la phase où j'ai approprié mon rire. C'est-à-dire que mon rire est très spécial, très, très space et j'en avais très, très peur parce qu'il m'étouffait. Donc j'ai arrêté de rire pendant plus de 10 ans et j'ai pu de nouveau me reconnecter à mon rire et m'autoriser à sortir de ce contrôle. Le contrôle de mes émotions, le contrôle de mon stress, le contrôle j'étais comme ça, je vivais comme ça en fait. Mhm. Et donc ce chemin-là, avec le rire, m'a permis de me détendre, mais vraiment dans le corps profondément, à respirer, à oser respirer. Après, il y a eu bien sûr mon master en sophrologie caïcédienne où quotidiennement, pendant 2 ans, il a fallu que j'écrive tout ce que je ressentais. Il y a tout un travail d'écriture, de phénoménologie. Et donc forcément, avec l'écriture, ben, on n'a pas le choix, on met des mots sur ce qu'on ressent. Donc Mhm. voilà, donc ça m'a permis d'avoir aussi un dézoomage par rapport à dire, OK, ça c'est ce que je vis, ce que je ressens, mais je suis pas que ça. Mhm. Donc ça m'a énormément aidée. C'est multifactoriel en fait, c'est pas une chose en particulier. Oui. Après, aujourd'hui, ça m'aide, à avoir énormément d'empathie parce Mhm. que ce que je ressens aussi ce que les autres ressentent. Même si je ne les subis pas, je leur laisse leurs émotions, mais je suis capable de ressentir ce qu'ils ressentent. Hem, c'est une force parce que je ressens très vite qu'il y a un truc qui va pas. Mhm. Hem,
Ouais, en début d'année 2024, j'ai des kystes qui ont poussé dans les seins. Je les ai sentis. Et je les ai sentis le jour où ça a commencé à pousser. Et j'ai été voir le médecin et j'ai fait en sorte d'avoir des analyses très rapidement. Je ne veux pas rester avec un truc pareil. Donc ça a cet avantage-là. Et je dirais que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la somatisation, le corps et l'esprit sont tout le temps en lien. Tout le temps. Donc, tout est somatisation, en fait. Il y a de la somatisation positive comme il y a de la somatisation négative. Être en bonne santé, c'est de la somatisation positive. C'est-à-dire que mon mental fait en sorte, enfin mon état d'esprit fait en sorte que mon corps soit en bonne santé. Et mon corps maintient cette bonne santé aussi dans mon esprit. On peut jouer sur les deux, en fait. Et c'est un bel équilibre. Subtil, mais c'est un bel équilibre. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à ta question. Merci pour ton partage, en tout cas. Merci beaucoup pour cette précision de cette somatisation qui peut être aussi bien négative, parce qu'on souligne pratiquement que celle-ci, mais qu'elle peut être également positive. Et on l'a vu dans ta récupération au niveau de ta maladie. Waouh, j'adore, merci beaucoup. Ce que j'aurais aimé savoir, Stéphanie, c'est également sur cette part d'imperfection. On a vu sur ton authenticité, mais sur ta part d'imperfection. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'à un moment donné dans sa vie, quand on s'autorise à accepter sa part de lumière et sa part d'ombre, donc ses qualités, mais aussi ses défauts, on est beaucoup plus en accord avec soi-même et du coup, c'est bien plus simple d'accéder à son authenticité. Comment est-ce que toi, tu as procédé ou comment est-ce que ça s'est fait pour que tu puisses accepter toutes ces parts ou le chemin peut-être que tu es en train de faire? Alors, le comment c'est arrivé, ça a été plein d'étapes qui vont peut-être être un peu longues à expliquer, mais aujourd'hui, la façon dont j'accompagne les gens, c'est à voir que toutes ces parts d'ombre qui nous font très peur, en fait, c'est pas des monstres, c'est juste des petits chats qui font: «Mouah, occupe-toi de moi, j'ai besoin d'amour». Et nous, on en a peur parce qu'on voit que l'ombre. Tu sais, c'est comme les ombres projetées où on voit un lion, alors qu'en fait, c'est un petit chat. Et bien, c'est vraiment ça. C'est qu'à l'intérieur de soi, on a peur de ces parts de fragilité qui sont en nous. Et en fait, c'est juste des parts de nous qui demandent à ce qu'on s'en occupe. Et notre responsabilité d'adulte, c'est de sortir de cette attente extérieure, de sauveur extérieur, que nos parents nous sauvent, en gros, hein, c'est ça. C'est merci papa, maman pour tout ce que vous m'avez donné. Mon job, c'est d'être meilleur que vous. Et aujourd'hui, maintenant, je vais prendre soin de moi, de tout ce que vous n'avez pas pu me donner. C'est reconnaître que nos parents sont imparfaits, que nous sommes imparfaits et que c'est parfait comme ça. Nous ne sommes pas des dieux, en fait. Nous sommes juste des êtres humains. Et plus on accepte nos parts d'imperfection, plus on les assume, plus on devient indéboulonnable. En fait, on cherche tous à être aimés des autres, comme on l'était quand on était petit, qu'on voulait se faire aimer de nos parents. Mais on a peur de montrer nos zones d'imperfection. On veut être parfait. Mais si vraiment on y réfléchit, quelqu'un de parfait, est-ce qu'on en connaît vraiment un de vraiment parfait? De vraiment, vraiment parfait. Ça va être un robot. Il n'aura plus rien d'humain. Et donc, ça va être horriblement chiant, quelqu'un de parfait. Donc, au final, ce qu'on aime chez les autres, c'est leur imperfection. Parce que ça nous renvoie à la nôtre. Et plus il va assumer cette imperfection, plus on va pouvoir s'autoriser à avoir nos imperfections. Et donc, il y a ce leurre, sûrement culturel, où on essaye d'être parfait pour être aimé, alors que plus on va tirer vers cette perfection, moins on va l'être. Et plus on va assumer nos parts d'imperfection, plus on va être apprécié. Et rejeté aussi. Mais est-ce qu'on veut vraiment être aimé par 8 milliards d'individus sur Terre? Imagine le brunch du dimanche, ça va être l'enfer. C'est ça. Il vaut mieux être entouré par
gens qui nous apprécient et qu'il y ait un cercle qui soit limité que Mhm. d'être aimé par tout le monde. Et c'est vrai qu'on a une société où on cherche médiatiquement à être aimé par tous et tout ça, mais en fait, c'est un vrai leurre. Être président de la République, ça veut dire être aussi détesté par la moitié de la population française. C'est Mhm. quand même pas rien. Moi, Ouais, perso, bon, je veux bien être aimé par certaines personnes, mais détesté par d'autres, c'est plus compliqué. Donc, il y a quand même un équilibre à avoir et une histoire de maturité à développer à l'intérieur de soi, de conscience que le milieu dans lequel j'ai grandi, que culturellement on m'a enseigné ça, au final, c'est pas vraiment ça. mhm. Je peux sortir de ça et je peux faire en sorte d'avoir une vie plus équilibrée en acceptant humblement d'être en chemin. Il y a des sujets sur lesquels d'autres vont être plus évolués que moi Mhm. et, et quelque part, plus on apprend, plus on est dans cette recherche, cette quête de connaissance de soi et de l'extérieur, enfin, du fonctionnement, plus on se rend compte qu'on sait peu de choses. On prend conscience que ce que Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je ne sais pas, et que ouais, c'est très, 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 très vaste ce truc-là. c'est Et ça. donc, ça nous renvoie à quelque chose ok, bon, bah, je crois avoir à peu près défini une compréhension de ma réalité pour le moment, et c'en est déjà. Et c'est déjà très C'est bien. Magnifique. Euh, Ce que j'entends dans ce que tu nous partages, c'est l'intérêt d'assumer sa part d'imperfection, c'est qu'on devient indéboulonnable, comme tu as dit. Et je trouve ça très intéressant à conscientiser, parce que voilà, c'est aussi le but hein, de cette interview. Je peux te donner un exemple concret qui me vient là. C'est qu'aujourd'hui, j'assume complètement que j'ai une dyslexie. J'avais une dyslexie très sévère, c'est passé à une dyslexie un peu plus légère, mais je garde une difficulté par rapport à l'orthographe parce que mes yeux ne voient pas les fautes, ils voient les mots tels que je pensais les avoir écrits. Bon. Et comme je publie des posts quotidiennement, je me suis fait toquer encore récemment sur LinkedIn par quelqu'un qui était outré que je fasse une faute d'orthographe. Et moi, je lui dis, mais en fait, alors déjà, je l'ai contacté en privé pour lui dire, bah, moi aussi, l'orthographe, pour moi, est quelque chose d'important. Dites-moi où est la faute, je vais la corriger. En fait, il manquait un accent. C'est pas vrai. Moi, j'étais, ouais, c'est C'était ça, il moindre manquait mal. un accent. Ça Voilà. va. Mais en fait, j'assume complètement. Je lui ai répondu, mais je suis dyslexique. Ma communauté est au courant que je suis dyslexique et c'est pas grave. C'est pas ça qui définit ma valeur. C'est pas mon niveau d'orthographe qui définit ma valeur. Et ça m'a donné une information sur elle, son état d'esprit et sur ses propres rigueurs intérieures Ouais. par rapport à ça. Donc, quand Mhm. on assume, dire, moi je suis dyslexique, je suis contente d'avoir fait juste une faute dans un post. C'est cool, c'est vachement top. C'est ça. Il n'y a rien qui peut venir m'attaquer. Je l'ai vue, elle, plutôt dans ses patterns, en disant, bah, quand même, tu vis dans un monde de stress à faire du Ouais. zéro. Moi, j'ai passé ma vie à avoir zéro en dictée. Je passais Mhm. sans faute. Ouais, voilà. Donc, Je me suis c'est une améliorée belle victoire. Ben oui, en eh faute, oui. mais ça fait toujours zéro. Ouais. Bon, voilà. Donc, c'est vraiment ce truc-là. Ouais, quand tu assumes, Ouais. bah ouais, c'est comme ça. C'est comme David Laroche, quand il était jeune et qu'il a assumé comment, mince, d'être éjaculateur précoce. Mhm. Il l'a assumé devant ses copains et après, bah, en fait, quand on l'assume et qu'on le dit, Ouais. bah, ça peut plus venir me toucher. Donc, c'est vraiment ça ouais, que j'aimerais qu'on mette en lumière, c'est le fait de l'assumer, comme tu l'as bien dit, et également ce que tu as souligné, le fait d'assumer que ses parents ne sont pas parfaits. Et c'est à partir de ce moment-là où, effectivement, tu as pu, toi, te libérer aussi de vouloir les rendre soit parfaits, soit de toi l'être, parce qu'on pense que ben, ils le sont.
Donc, ça fait beaucoup de pression aussi. Oui, les parents sont pas Magnifique. parfaits et c'est l'objectif de l'humanité, c'est de s'améliorer de génération en génération. Mhm. Heureusement que nos parents sont pas parfaits et les enfants qui grandissent avec des parents sur piédestal, c'est l'enfer parce qu'ils ont pas Mhm. d'existence. Ouais, Comment je peux faire pour être mieux que mes parents? Il y a un vrai travail de confiance en soi et de d'identité à poser derrière. ouais, ouais. Les enfants c'est dur, hein. Ils ont pas une vie, facile, hein. Non, non, ouais, ouais. Merci infiniment, Stéphanie, pour tout ce partage, toute cette authenticité, c'est le cas de le dire, pour nous avoir délivré quelques petits moments de ta vie. On mettra dans les descriptifs ton lien pour que les personnes puissent te contacter. Et puis, vraiment, merci beaucoup pour avoir partagé toute cette richesse de ton parcours. Merci infiniment. Merci À pour très ton vite. invitation et profitez Merci. bien de tout ça. Merci. Merci beaucoup.